Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des outils qu'on utilise pour coder. On s'appuie sur une revue vidéo de 2025 qui fait le tour de la question. Oui, bonjour. C'est vrai que le choix est vaste, hein. Ça va des outils presque historiques jusqu'aux toutes dernières nouveautés. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de débroussailler un peu tout ça, de voir clair dans cette jungle d'options. C'est ça. Le paysage est complexe parce qu'il y a des décennies d'évolution derrière. On trouve de tout, pour chaque besoin, chaque langage. Et même chaque philosophie de travail, j'ai l'impression. Tout à fait. Le but, c'est de comprendre on va dire, les grandes familles et les tendances qui se dégagent en ce moment. Alors, justement, en parlant de famille, la revue commençait par les pionniers, non les outils en terminale. Oui, Emacs, Vim, des noms qui datent des années 70. Incroyable qu'ils soient toujours là et mis à jour. Très puissant, mais Mais avec une courbe d'apprentissage, disons, réputée. c'est presque un langage en soi. C'est ça. Et il y a aussi des versions plus récentes comme NeoVim. C'est juste. Exactement. NeoVim essaye de moderniser l'expérience Vim tout en gardant la philosophie. Ce qui est fascinant, c'est la loyauté qu'ils inspirent. Pourquoi, à vous avis? Qu'est-ce qui fait leur force encore aujourd'hui? Leur personnalisation extrême, je dirais. Et une fois qu'on les maîtrise, l'efficacité est redoutable. C'est une approche très directe, sans chichi graphique, centrée sur le texte. Hmm. Une approche pure, en quelque sorte. Voilà, très clavier-centrique. Mais oui, comme vous disiez, la barrière à l'entrée est réelle, surtout aujourd'hui avec des alternatives plus visuelles. C'est clair que pour débuter, ça peut faire un peu peur. C'est qu'un investissement initial, c'est le choix. Efficacité brute potentielle contre accessibilité immédiate. D'accord. Alors si on va à l'autre extrême, la revue parlait des poids lourds, les IDE. Oui, les environnements de développement intégrés. Là, on pense à Visual Studio pour le monde Windows, .NET. Xcode pour tout ce qui est Apple. Voilà. Et bien sûr, toute la suite JetBrains, IntelliJ IDEA pour Java au départ, mais maintenant, il couvre Python avec PyCharm, PHP avec PHP Storm. C'est presque une usine à gaz, non? Enfin, dans le beau sens du terme. Tout est intégré. C'est ça. Édition, compilation, débugage très poussé, gestion de projet complète, refactoring. C'est très encadré, très structuré, souvent optimisé pour un écosystème précis. Comme C++ Builder ou RadStudio pour Delphi et C++, mentionné aussi. Exactement. C'est idéal pour les gros projets, les applications d'entreprise. Mais la contrepartie, c'est quoi? La lourdeur. Le prix. Ça peut être les deux. Ils sont souvent gourmands en ressources, et même s'il y a des versions community gratuites, les versions complètes sont payantes. Et peut-être moins agile pour passer d'un langage à l'autre. Oui, c'est moins leur créneau. On choisit souvent un IDE JetBrains pour un langage spécifique, mais l'intégration pour ce langage est un vrai plus en productivité. D'accord. Et entre les deux, entre le terminal pur et l'IDE complet. Ben là, on a les éditeurs de texte avancés. La revue citait Notepad++ sur Windows, très populaire. Ah oui, un classique. Et Sublime Text, multiplateforme, connu pour sa rapidité, son interface assez léchée. Ils sont plus légers, c'est ça l'idée? Oui, plus léger, mais extensible avec des plugins. Ils peuvent presque faire le boulot d'un IDE pour certaines tâches. Un bon compromis alors? C'est ça. Flexible, bon pour le code, mais aussi pour d'autres types de textes. On pourrait citer aussi Ultra Edit ou BB Edit sur Mac qui ont leur public. Et on arrive au phénomène du moment, j'ai l'impression, Visual Studio Code, VS Code. Ah oui, là, difficile de passer à côté. La revue vidéo a insisté beaucoup dessus. Gratuit, open source, Microsoft derrière, multiplateforme et surtout, cet écosystème d'extension absolument gigantesque, C'est clairement lui qui domine le paysage actuellement. Il a un peu défini un nouveau standard en fait. à tel point qu'il y a des clones comme VS Codium. Oui, VS Codium, c'est juste VS Code sans la télémétrie de Microsoft. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est l'arrivée de forks, des versions dérivées qui intègrent l'IA massivement. Ah, l'IA, c'est là que ça devient vraiment futuriste, non? La revue parlait de curseur, de warp, enfin windsurf dans la source, mais c'est warp qui lève des millions. Tout à fait. C'est plus que de la simple autocomplétion améliorée là. On parle d'IA qui analyse, corrige, propose, voire génère du code. C'est fou. L'IA devient un argument de vente majeur. Carrément. Souvent, avec un modèle payant, par abonnement, la promesse est de booster la productivité de façon spectaculaire. Mais il n'y a pas que les dérivés de VS Code dans cette nouvelle vague. Non, heureusement. D'autres essaient de se différencier, par exemple sur la performance pure. Des noms comme Z ou Lapsi, souvent écrits en Rust. Ah oui, Rust. Pourquoi Rust spécifiquement? C'est quoi l'avantage? Rust
permet une gestion très fine de la mémoire sans garbage collector, ce qui peut donner des applications plus réactives sans les petites pauses qu'on a parfois avec des outils basés sur Electron, comme les TVS Code à l'origine. D'accord. Donc objectif, fluidité maximale. C'est ça. Et il faut aussi mentionner Fleet de JetBrains, qui se veut une alternative plus légère à leurs gros IDE, et Pulsar. Ulsar, c'est quoi? C'est la communauté qui a repris le flambeau d'Atom, l'éditeur de GitHub, qui a un peu été l'ancêtre spirituel de VS Code, mais qui a été arrêté. Pulsar essaye de le maintenir en vie. D'accord, donc si on essaie de résumer tout ça, ce que disait la revue. On a un écosystème très centré autour de VS Code et de ses dérivés, Oui. une tendance très forte à l'intégration de l'IA qui devient un vrai business. Exactement. Et aussi un retour de l'importance de la performance brute pour certains nouveaux acteurs. Le choix final, ça reste très personnel et dépendant du projet, j'imagine. Toujours langage, plateforme, taille du projet, habitudes personnelles. Et la frontière entre simple éditeur et IDE complet devient de plus en plus floue, quoi. C'est vrai. Ces outils hybrides changent la donne. Bon, et pour finir, une petite question qui me vient. Oui. Avec cette IA qui devient si basique, si présente, si capable d'écrire du code elle-même, est-ce qu'on ne va pas vers un futur où c'est l'outil qui choisit ou du moins qui façonne le développeur plutôt que l'inverse? C'est une excellente question. Ça interroge vraiment la nature même du développement et le rôle de l'humain là-dedans. De quoi réfléchir, effectivement.